Il y a un effet de fond qu'on touche dans le trop-plein informationnel, dans la négativité ambiante, dans l'appauvrissement des expériences. On est dans un monde tellement normé, technologique, enfin ça devient même banal de le dire, comme quoi les mots perdent leur sens et leur pouvoir et leur vivacité, qu'à un moment on se dit comment je vais faire, comment je vais me sortir de ça, comment je vais redevenir vivante. Un haïku, c'est une petite bombe sensorielle. En japonais, ça veut dire poème bref. C'est la recherche, si tu veux, de l'impact poétique le plus puissant en un minimum de mots. Et la force du haïku, c'est qu'il ne te laisse pas avec une solution, une réponse, une définition. Il te laisse penser. Enfin, penser. Il te laisse ressentir, éprouver, te dire mais qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire ? Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Si je vous parle de l'instant présent, d'être là, au moment présent, bah oui, on le connaît, c'est un peu d'une grande banalité, au fond. Et alors ? Mais comment faire ? La vraie question, c'est comment faire pour entrer dans le présent et que ça devienne vivant, neuf, éclairant, que ça puisse nous transformer. Et aujourd'hui, je reçois Pascal Schink. Alors, je suis Fabrice Midal, philosophe, fondateur de Réseau, la principale communauté de méditants dans le monde francophone, auteur de nombreux livres et le tout dernier, La magie de l'ordinaire. C'est tout de suite, c'est dans Dialogue et vous allez voir, c'est passionnant. Ah, bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Ça fait plaisir de te voir, on se connaît depuis tant et tant d'années. On ne précise pas. Mais ça fait du coup c'est un long compagnonnage, donc je suis vraiment content de te recevoir. Comment on fait pour sortir de la médiocrité ambiante ? Je crois qu'on ne le fait pas par une vertu qu'on décide mentalement. Enfin, ce qui a été pour moi le cas, c'est qu'il y a un trop-plein à un moment. Il y a un effet de fond qu'on touche dans le trop-plein informationnel, dans la négativité ambiante, dans l'appauvrissement des expériences, qui fait qu'à un moment, enfin ça a été le cas pour moi, je me dis mais comment je vais me sortir de ça ? Comment je vais redevenir vivante ? Comment je vais recapter le vivant ? Parce que la question, elle est là. On est dans un monde tellement normé, technologique, enfin ça devient même banal de le dire, comme quoi les mots perdent leur sens et leur pouvoir et leur vivacité, qu'à un moment on se dit comment je vais faire ? Et là, il peut y avoir une rencontre, ça a été le cas pour moi, une rencontre à un moment qui était difficile, qui était une fin de boulot que j'avais aimé, qui était un problème de santé, qui était un moment down, comme on dit. Et j'ai rencontré... Ce que je trouve très beau dans ton chemin de ce qu'on va parler, c'est qu'on pourrait croire que sortir de la médiocrité ambiante, il faut aller au sommet d'une montagne dans l'Himalaya, quelque chose qui est complètement pas pour monsieur et madame tout le monde. Est-ce que tu vas nous montrer ton chemin, ta découverte ? C'est l'inverse. Oui, c'est en revenant, c'est en défaisant ce que tu viens de dire, toutes ces couches de pseudo-savoir qui nous encombrent. C'est en faisant de la place pour quelque chose qui pourrait sembler banal, que ça peut devenir justement pas médiocre, mais vivant. Le contraire de médiocre, c'est pas extraordinaire, c'est vivant. C'est ça. Alors j'ai longtemps cru qu'il fallait aller ailleurs, qu'il fallait se perdre dans l'imaginaire pour ressusciter. Mais en réalité, il y a un poète qui s'appelle Guy Yevic qui dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit « Il n'y a pas d'ailleurs pour guérir d'ici ». C'est beau. Et t'as pris ça très au sérieux. Mais ça, je l'ai découvert plus tard, cette phrase. Mais je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté que paradoxalement, c'était en me plongeant dans le réel et dans ma réalité ambiante que j'avais une chance peut-être de me reconnecter au vivant. Et c'est comme ça que tu t'es intéressé au haïku, voilà, qui est une forme particulière de poésie, extrêmement simple et accessible à chacun. On va décrire un peu ce que c'est. Bah, peut-être on peut juste dire, c'est quoi un haïku ? Alors, haïku en japonais, ça veut dire poème bref. Donc, c'est le plus petit poème au monde et c'est la recherche, si tu veux,
de l'impact poétique le plus puissant en un minimum de mots. Donc c'est le contraire de notre image habituelle de la poésie, Absolument. avec un lyrisme grandiose, un savoir extraordinaire qu'on a appris à l'école, il faut les réciter des poèmes. Ah. Tu peux nous dire un haïku ? Oui, par exemple, ce haïku, je raconte dans l'effet haïku dans mon premier livre que j'étais dans le métro un jour, que je rentrais du travail, que j'étais assommée d'informations, de dossiers à finir. Et j'ai ouvert un recueil de haïkus auquel je ne comprenais pas grand-chose. C'est une poésie énigmatique au départ. Et j'ai lu « Immobile et sereine, la grenouille fixe le sommet des montagnes. » Immobile et sereine, la grenouille fixe le sommet des montagnes. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, dans cet endroit-là, le métro, je me suis remise à vivre, c'est-à-dire à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Pourquoi ce poète écrit ça? Tu vois, comme une pensée qui se remet en marche. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans ce poème qui extérieurement pourrait sembler extraordinairement banal? Il s'intéresse à une grenouille, c'est-à-dire à vraiment l'animal, un des animaux les plus humbles, les plus justement poétiques qui soit quelque part, à part chez La Fontaine. Il décrit quelque chose d'humain, ce qui fait qu'à un moment, je me dis, est-ce que c'est pas le poète, la grenouille? Est-ce qu'il parle pas de lui? Est-ce que, tu vois? Et là, il y a une pensée qui se met en marche. Et la force du haïku, c'est qu'il ne te laisse pas avec une solution, une réponse, une définition. Il te laisse penser. Enfin, penser. Il te laisse ressentir, éprouver, te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette histoire? Donc, au lieu de t'impressionner, voilà. Ce qui t'a marqué et ce qui est marquant, et pourquoi le haïku pourrait nous aider dans notre vie, nous aussi, c'est que ça nous invite à entrer dans la simplicité de ce qu'on peut éprouver là maintenant. Et en ressentant ce que je peux éprouver là maintenant, je sors du poids écrasant de la médiocrité habituelle. D'autant plus qu'il nous parle du vivant. Il nous parle des saisons, il nous parle des animaux, il nous parle des fleurs, de la lumière qui bouge dans les arbres, il nous parle de ce passant empêtré avec sa valise qui traverse la rue, il nous parle de choses qui font anomalie dans notre quotidien, tu vois, qu'on ne voit plus. Moi, ça a été la grande découverte, c'est que j'étais perdue dans mes pensées et je ne sentais plus. Un haïku, c'est une petite bombe sensorielle. Délice de traverser la rivière d'été, sandales en main. Délice de traverser la rivière d'été, sandales en main. On y est. Mais moi, bizarre, on y est. Je suis ce moine, tu vois, du XVIIe siècle, qui me parle d'une sensorialité que je cherche, que je recherche, que je veux vivre. J'aimerais bien qu'on qu'on retrace un peu ton cheminement. Ouais, je trouve que je l'ai suivi un peu depuis le début. Et tu as commencé par écrire, par te plonger sur cette expérience de haïku, en commençant d'abord par repérer l'usage du haïku pour des populations tout à fait un peu exclues, et que ça les aidait. Et tu avais commencé par faire un reportage dans un magazine sur comment on utilisait le haïku pour libérer des gens qui se sentaient condamnés dans une profonde médiocrité. Donc peut-être on peut raconter cette première étape, après on va voir les autres étapes. Oui, étudiante en lettres, très littéraire, amoureuse d'Antonin Artaud, j'avais un passé poétique si tu veux, mais je ne comprenais rien à cette poésie brève japonaise qui, si on n'en connaît pas les codes, reste assez fermée. Et puis, surtout, j'ai croisé une passionnée de haïku qui m'a appris que sur Internet, on était dans les années 2008 à peu près, des milliers de Québécois, Japonais, Roumains échangeaient des poèmes brefs. Donc, vraiment, ça m'a intriguée et je me suis dit, il faut faire un reportage. Et c'est à ce moment-là, dans cette enquête, que j'ai rencontré la force du haïku dans les services médicaux, la force du haïku. Il y avait un recueil qui était sorti d'une SDF qui avait écrit des haïkus. Et franchement, c'est une histoire d'amour. Je suis tombée
amoureuse de cette poésie. Et amoureuse de voir d'abord comment ça aidait les gens à relever la tête, au fond. Oui, parce que... Tu avais vu dans des écoles aussi très défavorisées, oui. comment des enseignants utilisaient le haïku, et voilà, des jeunes qui se sentaient exclus de la poésie, de la littérature, du savoir, de la culture, par là, pouvaient à nouveau s'émerveiller du monde. Oui, parce qu'il y a toujours eu en France une considération du haïku pour les enfants. Tu as beaucoup d'ateliers enfants, ados, dans les collèges, et notamment le haïku a été au programme de 6e. Donc, il y avait ça, et un jour, c'est vrai, je suis allée en Picardie avec une animatrice d'atelier dans une salle où il y avait des jeunes fils de la population agricole, etc., et qui écrivaient des haïkus à partir des mots qu'ils connaissaient, des plantations, des tracteurs, des machines que leur père conduisait et tout. J'ai trouvé ça superbe. Et il y avait un jeune élève illettré. Et c'est la première fois que je voyais un élève illettré. Et il a réussi à faire un haïku oral au milieu de la classe. Et ses camarades l'ont applaudi. Je me suis dit, il y a une voix par cette simplicité du 17 syllabes, hein, puisque le haïku ne doit jamais dépasser 17 syllabes, enfin, dans les codes de départ. Il y a une simplicité qui peut sauver les gens. C'est un truc, c'est un peu le miracle du Japon. Une forme ancienne du 17e japonais utilisée dans un lycée agricole français. Et ça permet aux gens, et là il faut essayer de comprendre, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue dans le haïku de si précieux, parce que, donc, tu l'as dit, c'est étrangement un ensemble de formes qui permet de donner accès à ce côté vivant. On ne rentre pas dans le vivant en se laissant aller. Il faut qu'il y ait un petit cadre, une sorte de règle qui permette de regarder au-delà de l'immédiateté pour sortir de la médiocrité. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui se joue dans le haïku. C'est la grande liberté, la grande leçon, c'est qu'on atteint la liberté par la contrainte. C'est terrible de dire ça chez nous. Mais si tu veux, c'est ces codes du haïku que tous les petits Japonais apprennent, hein, dès la maternelle, c'est-à-dire la brièveté, ne pas dépasser. Peut-être donnons un peu les grandes règles. Donc, il y a la brièveté. Il y a la brièveté. Trois lignes. 3 lignes, une courte, une longue, une courte, pour la dissymétrie. Comme tu le sais, le haïku, c'est le versant littéraire du zen. Donc ça reprend les grands principes du zen, dissymétrie, brièveté pour la conscience de l'impermanence, alliance avec le cycle des saisons. Un haïku doit toujours porter en lui une marque de saison. Voilà. Donc il y a 3-4 codes, et puis une césure, un petit effet pchit, comme disait Roland Barthes, c'est-à-dire une césure dans ces syllabes qui fait que la dernière ligne peut claquer un peu. Voilà, c'est bien que la dernière ligne surprenne un peu. Voilà. Il faut qu'un haïku soit un peu dynamique. Tu peux redonner un exemple d'un haïku bien dynamique? Bon, si je te donne un classique. Ouais, un classique. Je te donne un classique japonais. Le cultivateur de navets montre le chemin avec un navet. Le cultivateur de navets montre le chemin avec un navet. Donc on ne s'attend pas du tout que la dernière phrase soit avec un navet. Voilà. On se dit, et en fait c'est l'humour du poète de nous dire, on fait avec ce qu'on est, et voilà. Un plus récent, d'un contemporain par exemple, Ben Couder, qui est un jeune poète, il va écrire « Cité dortoir, les ronflements de mon voisin dans mon salon ». Cité dortoir, les ronflements de mon voisin dans mon salon. Bon, pour te montrer qu'on peut avoir aussi une poésie prosaïque. Une fois qu'on a intégré ces codes, qu'on les connaît, c'est comme la musique, c'est comme le solfège, on peut s'en détacher. On peut oser un haïku en 4 syllabes, voilà. Enfin, on voit que c'est des règles quand même pas... C'est un peu moins difficile qu'apprendre le solfège, d'apprendre les règles. Oui. Donc on a 3 phrases. On a la dernière qui est un peu surprenante. Voilà. On a le lien aux saisons. Et on a le lien aux saisons. Alors, peut-être tu peux expliquer pourquoi il y a un lien aux saisons. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Alors, c'est vraiment là, c'est la source japonaise, c'est cet amour viscéral pour la nature. Mais viscéral,
Vraiment, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose d'intellectuel pour eux. Le vivant, ça nous concerne, on est pris dans le vivant. Hein. Donc, les saisons, c'est un rappel constant du fait qu'on est pris dans cette loi de l'impermanence. Une saison en chasse une autre, une minute en chasse une autre. Donc c'est vraiment l'après, par le fait d'évoquer une saison, c'est pour nous apprendre à faire attention au moment, Voilà. ce moment-ci. Ce moment présent, le maintenant. Et le maintenant, il est toujours lié, voilà, le moment maintenant, c'est le printemps. Et donc, ça veut dire quelque chose et comment je me mets en rapport au maintenant. Tout à fait. Alors, c'était d'ailleurs une des premières découvertes, mais ça, toi, tu le sais, on parle beaucoup du moment présent comme si c'était quelque chose de figé et d'inerte. En réalité, le moment présent est déjà plein de ces transformations silencieuses dont parle François Chang, par exemple, qui connaît bien la poésie chinoise. C'est-à-dire que ce qu'on vit là, par exemple, tous les deux, c'est déjà différent de ce qu'on a vécu il y a 5 minutes. Enfin, on est tout le temps en mouvement. Et un haïku, il porte à la fois l'éternité, il porte l'éternité de l'impermanence, si je puis dire. Le fait que, quand je te lis un haïku, il est déjà parti. En 3 secondes, il est déjà passé, que peut-être dans les questions qui vont te rester en tête, il va perdurer. Mais... Donc voilà. Alors, ce que j'ai découvert aussi quand même, c'est que ce lien aux saisons, c'est un lien à la vie intérieure. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas des haïkus d'automne comme on écrit des haïkus d'été. Ça paraît d'une banalité, mais il va y avoir, pour les Japonais qui ont du mal à dire leurs émotions, qui ne les disent jamais directement. Tu connais peut-être cette anecdote, comment on dit « je t'aime » en japonais. Eh bien, on dit « la lune est belle ce soir ». C'est trop beau. Les Japonais, c'est quand même... Tu vois, c'est... Donc, dans le haïku, c'est ça aussi. C'est... Si j'écris un haïku d'automne en parlant du corbeau sur une branche nue, je parle de ma tristesse. Et je ne la dis pas directement. Je ne dis pas « je suis triste », ce qui pour un japonais... Ce qui est le contraire de notre poésie. Là encore, si tu veux, on a été habitués à... D'ailleurs, il y a finalement très peu de poésie amoureuse en haïku. On ne peut pas dire « je t'aime » dans un haïku. On va dire « on ramasse des myrtilles à la dérober tes seins », par exemple, qui est un haïku érotique d'un contemporain qui s'appelle Abashli Kunzai. Tu vois, on va passer par le détail du désir. On va passer par l'ambiance, par la saison, par ce moment où on est ensemble. Et on ne va pas dire « je t'aime, tu m'as quitté ». Je suis triste. Enfin bon, j'exagère parce que Paul Éluard est un immense poète de l'amour. Mais ça fait du bien aussi, cette simplicité, de revenir dans le concret de l'expérience. Du quotidien. Mais toujours, j'ai l'impression que la clé pour sortir, puisque c'était un peu par là que je voulais aller sortir de la médiocrité, c'est de s'ouvrir à l'inattendu. Et le haïku que tu viens de donner, voilà, un peu sensuel sur le lien... Voilà, c'est un peu l'inattendu, il y a les myrtilles, il y a le sein, il y a quelque chose d'un seul coup qui est beaucoup plus incarné, beaucoup plus sensible. Pour sortir de la médiocrité, c'est pas des grandes idées, mais c'est qu'on s'incarne un peu plus, qu'on rentre un peu plus dans le senti. Hein, c'est un bon haïku, c'est une bombe sensorielle, si tu veux. C'est quelque chose qui va s'attacher à un détail vivant. Moi, j'ai pas trouvé de mieux que cette définition de me reconnecter au vivant. Au plus vivant du vivant. Et alors, quand on vit cette poésie, quand on la lit, quand on l'écrit, on se rend compte qu'il y a toute la journée des anomalies, en réalité. Ce que j'appelle anomalies, c'est des instants un peu plus vivants que d'autres, tu vois. Des moments où il se passe des choses rigolotes. Tout à l'heure, je suis arrivée... je t'ai rejoint en haut d'un escalier, je me suis envolée vers toi. J'ai failli tomber, en gros. Mais ça aurait pu donner lieu à un haïku. C'est clair. Donc, en fait, il y a plein de moments surprenants et inattendus que nous avons tendance, nous, à trouver, c'est un peu emmerdant parce que on voudrait que les choses fonctionnent. Et le haïku, c'est nous montrer que c'est peut-être là où il y a la merveille de l'existence. Voilà. Donc, c'est un entraînement à voir que le plus vivant est justement pas là où on croit qu'il est. Et c'est pour ça que c'est pas la banalité
de l'instant présent, j'en ai parlé dans plein de vidéos, dans tous mes livres, il y a une vraie confusion quand on parle de... Il y a une banalité de l'instant présent, au fond, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et le haïku, c'est pas la banalité de l'instant présent, c'est la simplicité de l'instant qu'on ne voit pas, qui nous surprend et auquel, la plupart du temps, on ne fait pas attention parce qu'il nous semble futile, alors qu'il contient quelque chose de surprenant qui peut nous réveiller, qui peut nous ouvrir le cœur, qui peut ouvrir la pensée. C'est le vivant, le plus vivant du moment. C'est parce que toute la journée, on est pris tu le sais, dans des pensées, des élucubrations mentales, des choses à faire. Et puis, hop, tout à coup, on est dans la rue, on croise un bébé dans une poussette qui est en train d'émietter son gâteau, de s'en mettre partout et qui rit. Et alors, ça paraît... Mais c'est tout à coup, tu te dis, mais la vie, elle est là, quoi. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre, la brièveté ? Tu as beaucoup réfléchi à cette brièveté. En plus, donc il faut peut-être que je continue le chemin. Donc tu fais ce reportage et puis tu commences à te former au haïku, à écrire des haïkus et à faire des ateliers de haïku. Et ça, c'est vraiment sur quelque chose que tu as souvent eu à expliquer, cette brièveté du haïku. Alors, on revient sur l'impermanence. Il y a des raisons littéraires que, pour faire court, un haïku, c'est le premier tercet d'une poésie en chaîne. Les poètes chinois et japonais, à partir du XIVe siècle, écrivaient ensemble comme des cadavres exquis, si tu veux. Ils enchaînaient des tercets. Et il y en a un, le premier, qui apparaissait comme le best-of à chaque fois, qui était vraiment la cerise sur le gâteau, qui peu à peu s'est détaché. Donc ça, c'est l'explication historique littéraire qui est intéressante, qui fait que on doit se dire qu'un haïku, c'est toujours un commencement. C'est toujours le début de quelque chose. Deuxième raison, l'impermanence, comme on en a parlé. C'est-à-dire cette brièveté, c'est le rappel que notre vie est brève. C'est la préciosité de la vie qui est rappelée à chaque fois dans la brièveté du haïku qui passe. Un haïku doit passer... Tu sais, on les compare souvent à des lucioles. Il faut qu'un haïku soit considéré comme ce moment de lumière qui passe dans la nuit, dans nos nuits, et qui va laisser un écho. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que cette brièveté, cette non-conclusion du haïku. Un haïku, ça n'est jamais fini. C'est d'ailleurs très intéressant dans les ateliers, tu vois, je donne un haïku et je demande aux personnes de me raconter de quoi ils parlent. Et bien, si j'ai 10 participants, je vais avoir 10 histoires différentes. Je te donne par exemple un haïku, petit déjeuner, toutes ces conversations dans nos silences. Petit déjeuner, toutes ces conversations dans nos silences. Toi, tu vas entendre quelque chose. Moi, je vais entendre quelque chose. Et les 10 personnes qui seront là me racontent des histoires totalement différentes. Il y en a une, c'est la colère. Il y en a l'autre. Alors qu'en fait, c'est moi qui l'ai écrit, ce haïku. C'était un haïku d'amour. C'était un haïku pour dire que j'avais plus besoin de parler avec mon compagnon. Tu vois ? Donc, ça, c'est très riche aussi. Alors, ça rejoint la poésie occidentale moderne qui laisse ouverte la polysémie, tu vois, c'est les grands poètes, c'est Apollinaire, mais ça a une puissance d'éveil chez les gens qui sont d'ailleurs en atelier qui est magnifique. C'est comme s'il fallait se dépouiller, trouver quelque chose d'un peu essentiel, plutôt que vouloir faire des effets aussi. C'est le contraire de ce qu'on a appris. Donc c'est pas impressionner, être puissant. Fleurir, disait Jack Kerouac. Arrêtez de fleurir vos textes. C'est vraiment... Vos poèmes, il n'y a pas besoin de rajouter des fleurs. Il n'y a pas besoin de... Et c'est une déprogrammation mentale pour nous dans les ateliers, d'ailleurs, parce que la première réaction des novices, quand ils arrivent, c'est « je vais faire beau ». Et plus tu veux faire beau, plus tu passes à côté. Parce qu'en fait, c'est... Parce que quand on veut faire beau, on se piège par une idée qu'on a de la beauté, voilà. Plutôt que de la laisser surgir, et elle sera là où on ne l'attend pas. Exactement. Donc il faut apprendre,
en écrivant un haïku, c'est notre rapport au monde qui change. L'objectif, c'est pas d'écrire un beau haïku. L'objectif, c'est que par cet exercice-là, chacun d'entre nous regarde autrement le monde avec plus d'attention, plus de joie, plus de vie. Le reçoivent plus. Tu vois, le haïku ne cherche pas la beauté, il cherche la vérité de l'instant. Beaucoup se trompent en disant « Oh, les haïkus enchantent la vie ». Non, le haïku t'aide à être de plus en plus poreux à la beauté du vivant. Qu'est-ce qui t'a fait faire le pas d'exploration du haïku à oser en écrire toi-même et puis devenir aujourd'hui un des grands auteurs de haïku qui consacrait une grande part de ta vie. Alors déjà, grand auteur... je ne l'accepte pas parce que tu sais, devant chaque haïku, on est 9. Mais disons, t'as un vrai engagement. Disons que j'en ai lu beaucoup. T'as beaucoup écrit. Je les aime, je les étudie. Et là, je t'invite pour la sortie d'un recueil de haïkus. Tout à fait. T'as commencé, disons, par faire ces enquêtes. Après, t'as été pédagogue, t'as fait des ateliers. Puis maintenant, une grande part de ton travail, c'est ce travail d'en écrire. Et de transmettre cette poésie qui est mal connue. Et moi, ce qui m'intéresse, là, c'est comment comment ça s'est fait pour toi Est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça demandait d'oser? Parce que quand je t'ai rencontré au début, puisque je t'ai rencontré au début que tu faisais cette enquête, tu n'avais pas du tout l'idée d'en écrire. Je me souviens, tu t'intéressais vraiment comme un phénomène absolument intéressant, quelque chose qui interrogeait ta pratique et qui interrogeait la souffrance de beaucoup de gens. Et donc moi, ça qui m'intéresse, c'est comment on suit un fil. Ça, on peut généraliser pour tous les gens qui nous écoutent. Comment on suit un fil qui pourrait sembler comme ça, bizarre, anecdotique, on le suit et hop, on trouve quelque chose qui nous est propre, qui nous est important, qui fait sens pour nous et qui est venir par changer notre vie. Mais c'est pas comme dans l'image un peu habituelle. Ah, j'ai senti que j'avais la vocation d'écrire des haïkus. C'est pas tout venu comme ça. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a toujours ce truc. Alors, regarde en toi-même, qu'est-ce que tu veux devenir, ça marche. Et je trouve ça intéressant parce que j'interroge beaucoup de gens que j'invite sur cette chaîne et on voit que ça marche pas du tout comme ça. Alors c'est drôle parce que le haïku a l'air simple. Tu vois, donc il y a beaucoup de gens qui se lancent. Et c'est souvent très banal. Et ils comptent les syllabes, 5, 7, 5, etc. Ça devient de la comptabilité d'ailleurs et ça passe à côté de cette vitalité du haïku. Ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il a fallu dépasser effectivement le corbeau que j'avais sur l'épaule qui me disait « Mais enfin, tu vas pas écrire des haïkus. D'abord, je n'étais jamais allée au Japon. Je ne connaissais pas la langue japonaise. Le mot poète, pour moi, c'était, comme je te l'ai dit, Antonin Artaud, Paul Éluard, enfin, des immenses. En France, on est tenu par des immenses poètes qui nous empêchent. Enfin, jusqu'à présent, je pense que c'est en train de changer. Mais qui nous fait croire que la poésie, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Que c'est réservé à quelques... C'est une élite. Bon, en plus, les universitaires français sont fascinés par le haïku. Fascinés. Donc, il faut pas en parler. Enfin, tu vois, il y avait quand même... Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'au Japon, c'est une poésie totalement démocratique. Et que, par exemple, quand il y a eu Fukushima, des millions de Japonais ont envoyé des haïkus au journal... qui équivaut au Monde en France, tu vois. Les Japonais écrivent des haïkus pour dire leur peine, pour dire leur deuil, pour vraiment parler de ce qu'ils vivent au quotidien aussi. Donc, je savais que c'était une poésie démocratique. Je savais que tout le monde peut écrire des haïkus. Et puis moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un carnet et j'ai surtout commencé par écrire des situations qui pouvaient donner lieu à des haïkus. Parce que pour écrire des haïkus, il ne faut pas partir des mots, il faut partir de ce que tu vis. Voilà, je suis dans la rue un soir de septembre, il y a une femme qui pleure contre une voiture, et quand je passe près d'elle sur le trottoir, elle me sourit. Je marque cette situation, je la note, je ne la laisse pas passer, parce que c'est une situation un peu hors norme, tu vois, vivante tout à coup. Et quand je rentre, j'essaye, connaissant les codes, d'écrire un haïku. Parfois, il vient très vite. Là, il est venu? Oui, il est venu. Et il est d'une simplicité
Soir de septembre, une femme qui pleure me sourit. Soir de septembre, une femme qui pleure me sourit. Évidemment, quand on le lit sans avoir l'histoire, on est surpris du dernier vers. Voilà. Et c'est ça qui est absolument, Voilà. qui perce le cœur. Voilà. On est d'accord, on dit ah oui, on la voit, elle pleure, et après on s'attend, ah la pauvre, je lui souhaite le meilleur. Et là, il y a quelque chose qui montre que le réel est plus vivant qu'on ne le croit, au fond. Toujours plus d'imagination. Oui, donc Toujours. le haïku, c'est pas entrer dans l'imagination, c'est découvrir que le réel a plus d'imagination que nous. Voilà. Alors, à force, je fais ça, j'en écris. Il y en a qui sont plus vivants que d'autres. Il y en a dont je me rappelle à vie, quoi. Celui-là, je me rappelle de la rue, je me rappelle de la couleur du soir qui tombe, je me rappelle de la tête de la fille. C'est-à-dire que ça agit aussi comme un ancrage, tu vois. Ça s'ancre en nous quand on réussit à saisir l'instant et à en faire un poème. Ça devient quelque chose d'éternel. Enfin, j'ai des carnets de haïkus. Donc l'enjeu n'est pas de faire le plus beau haïku, mais l'enjeu, c'est par la pratique de haïku, de transformer notre quotidien, transformer notre existence. D'en rendre compte, d'en prendre note. Puis de faire attention autrement. Voilà. J'imagine que ta vie, elle est plus du tout la même maintenant que tu écris des haïkus. Tu regardes des choses autrement, ton rythme doit être différent. Je suis pas plus lente ou plus contemplative, si tu veux. Mais je suis plus ouverte au monde. Aller me promener, c'est devenu extraordinaire, parce que je sais que je vais cueillir des haïkus. Je sais qu'il va se passer des choses. Je sais qu'il va y avoir une scène qui va générer l'envie de mettre en mots. Et ça, tous les participants des ateliers l'expérimentent. Ils deviennent de plus en plus poreux. Pour ça, tout à l'heure, tu as prononcé le mot entraînement. Tu sais, c'est comme l'entraînement de l'esprit. C'est-à-dire que plus on s'immerge dans cette porosité au monde, plus on devient poreux, plus le monde nous parle. Enfin, ça, c'est une grande découverte. J'étais quelqu'un de très enfermé, pour différentes raisons. Mais cette pratique poétique m'a ouverte et est en train de me réconcilier avec la poésie occidentale aussi, avec qui j'avais un peu... En quel sens ? Je pense que dans beaucoup de poésie occidentale, il y a quelques vers qui sont comme des haïkus, qui claquent comme un haïku, tu vois, et chez certains poètes. Voilà. Donc un des autres éléments du haïku, c'est l'absence d'éloquence. Oui, on se méfie des mots. C'est l'écriture du silence. Ce qui compte dans un haïku, c'est le silence. Avant, après. Donc c'est très impressionnant parce que nous, dans notre culture, on est marqué par l'éloquence. On s'en veut tous de ne pas être assez éloquent. On croit qu'il faudrait réussir à être brillant, éloquent, connaître... Rajouter des mots, rajouter des images, rajouter des métaphores. Je vais même t'avouer quelque chose. Je ne lis plus de la même façon. C'est-à-dire que maintenant, il y a certains textes où j'entends l'auteur rajouter. Je l'ai fait, moi, en tant que journaliste. On nous demandait de rajouter. Rajoute une information, rajoute un témoignage. Et le texte, il devenait pléthorique, il devenait souvent indigeste. Et je crois que mon amour des haïkus a monté avec, parallèlement, cette évolution sociétale de la langue qui devient envahissante, répétitive. Si tu veux, les mots perdent, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais les mots perdent leur vitalité terriblement parce qu'ils sont répétés à outrance. Et puis on dit tout. On veut tout dire, on veut tout montrer. Comme dans la pornographie. Dans la pornographie, on veut tout montrer. Bah, tu vois, avec le langage, c'est pareil. On veut tout dire, tout raconter de ses problèmes. Et tout à coup, tu as cette petite matrice minuscule qui vient chuchoter quelque chose d'inouï. Enfin, qu'on n'entend plus. Qui permet peut-être de dire des choses essentielles, sans lourdeur, et peut-être de manière plus juste qu'avec tout le pathos habituel avec lequel on dit les choses. Moi, je trouve. Je vois par exemple que les partages de haïkus dans les groupes, tu vois, de participants, je suis très touchée parce que je sais que quand une personne me dit un haïku, elle me dit un moment de sa vie. Un moment de sa vie dans sa pureté, tu vois. Et c'est très touchant. D'ailleurs, j'adore, moi, lire des haïkus grâce à Internet. Tu vas lire des haïkus américains. Et tu te rends compte de toute
tous ces joyaux, tous ces moments de vie que les gens te confient, sans t'envahir, mais qui sont magnifiques, quoi. Même des haïkus de deuil. Je pense à Michel Onfray, qui est vraiment un philosophe pléthorique. Enfin, il a écrit Cosmos, qui a écrit un très beau recueil de haïkus quand il a perdu sa compagne. Tous les jours, il écrivait au pied de son lit à l'hôpital un haïku. C'est un recueil magnifique sur le deuil, sur l'accompagnement à la maladie, tu vois, et à la mort. Bah, c'est le Michel Onfray qui me touche. Enfin, c'est... Voilà. Donc on peut être touché par ce retrait, au fond, cette humilité. Ah oui. Puis par l'essentiel, je veux dire. Oui, c'est par le retrait, la simplicité qu'on touche l'essentiel. Absolument. Est-ce que tu veux nous dire quelques-uns des haïkus que tu as écrits? Oui, je peux. Alors, ce dernier recueil, il est basé sur une journée, enfin sur 24 heures. Donc, je pars de l'aube, évidemment, jusqu'au cœur de la nuit avec mes insomnies. Alors, je sais pas, tu as un moment que tu préférerais, toi? Non, choisis quelque chose qui est parlant pour toi. Alors, je vais prendre l'aube, parce que j'aime l'aube, par exemple. Essayer de retranscrire ces frémissements du vivant quand le jour se lève, ou plutôt quand la nuit est encore là, tu vois. Début de l'aube, un craquement de parquet dissipe l'ombre. Alors normalement, à la japonaise, on les lit 2 fois, parce que justement, c'est tellement court qu'on veut laisser au lecteur la possibilité de repenser le haïku. Donc, début de l'aube, un craquement de parquet dissipe l'ombre. Donc on voit aussi un autre élément, c'est que l'homme n'est pas au centre. C'est aussi un autre point central. Nous, dans la poésie, c'est moi, je... On va dire c'est le contraire de l'autofiction, le haïku. Nous, c'est moi, je, mes problèmes, mon papa, ma maman, mon histoire. Et là, le haïku, dans celui que tu racontes, tu y es entièrement. Voilà, tu as raconté tout à l'heure, il peut y avoir le corbeau noir, ça peut être ton chagrin, l'autre, la relation amoureuse avec les myrtilles et le sein. Donc, tu y es, mais t'es pas le centre. Le centre, c'est une atmosphère, c'est ce qui se passe. Et là, en décrivant ce qui se passe, peut-être qu'on dit des choses plus profondes sur soi, que peut-être il y a une illusion dans laquelle nous sommes, de croire que plus je parle de moi, plus je vais être sincère, peut-être plus je parle de moi, plus je me perds. Absolument. Ça, c'est bon, la grande idée spirituelle japonaise, c'est plus je parle de moi, plus je vais me perdre, et plus je crois que je suis sincère, plus je saoule tout le monde. Si j'ose être un peu brutal, mais c'est un peu ça. Et là, au contraire, on sent tout, on sent, on se reconnaît tous dans ce... C'est vrai. Alors parfois, il y en a quand même des plus... Même chez les Japonais du XVIIe, ils peuvent aller quand même dans l'expression de même, tu vois. Je pense à un haïku de Issa qui dit « Profonde solitude, je bouge mon ombre histoire de voir. Profonde solitude, je bouge mon ombre histoire de voir. » Donc là, tu vois, quand même, Oui, mais ça reste très sobre. Oui, puis il va parler de son ombre. Voilà, et on sent quand même l'atmosphère, et on sent le moment de la journée. C'est quand même par le moment de la journée que ça apparaît. Toujours. Et ce qui se passe et puis ces moments de solitude, c'est pas « je me sens seul », qui serait un peu, voilà, c'est ça, ce que le côté un peu... Tout à fait. Là, il y a quand même... C'est d'ailleurs, oui, c'est la solitude qui fait le climat. Aurore grise. Dans mon rêve, tous mes morts, bien vivants. Aurore grise. Dans mon rêve, tous mes morts, bien vivants. On sent, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit à quel point c'est poignant. Le haïku, paradoxalement, dans cette simplicité, ces règles, cette absence d'éloquence, cette absence de pathos, cette absence de psychologie, cette absence de moi, moi-même et encore moi, ça ne veut pas dire que là, comme dans le haïku que tu viens de dire, c'est très poignant.
on peut dire à travers cette matrice des choses vraiment profondes. Pourtant, c'est simple, c'est court. On peut dire des choses militantes. Je pense à, tu sais, en ce moment, en Occident, il y a une poésie très militante. Que ce soit par rapport à l'écologie, que ce soit par rapport au genre, au féminisme. Il y a un regain d'une poésie. On pourrait dire que le haïku, c'est le contraire ou l'autre rive de ça. Mais tu peux faire un haïku sur la tristesse planétaire qu'on vit. Tu peux faire... L'autre jour, j'ai écrit... C'était le Nouvel An. J'ai écrit Nouvelle Année. À la radio, on parle de corail mourant. Nouvelle Année. À la radio, on parle du corail mourant. Tu vois, c'était un haïku militant. Mais je ne vais pas dire terrible, notre planète est en train de... J'ai pas besoin. Voilà. Et c'est en ça que c'est très fort. Donc, tu encourages aussi bien les gens à lire des haïkus. Beaucoup en lire pour comprendre. Et aussi, voilà, de ne pas hésiter à en écrire soi-même, que c'est une vraie pratique. Oui, une fois qu'on a bien acquis les codes, alors c'est vrai que c'est mieux en groupe, franchement, en plus c'est une pratique de partage formidable, parce que c'est pas qu'on se corrige les haïkus les uns des autres, mais il y a cet esprit japonais qu'on appelle tensaku, qui est qu'on s'améliore les uns avec les autres. Tu peux soumettre ton haïku au groupe, et puis quelqu'un va te dire « Oh, mais pourquoi t'as pas mis cet adjectif ? Pourquoi ?» Et on peut discuter, ça aussi, ça c'est précieux. Une poésie sans ego. Oui, je l'avais pas dit, mais tu as raison. C'est une poésie sans ego. Ah ben, c'est même le but, c'est l'effacement. On essaye au maximum d'effacer l'ego pour que la vitalité de la situation du moment prédomine, comme tu l'as senti. Merci beaucoup. J'espère que ça Merci à toi pour envie à tout le monde d'entrer dans ce monde que tu arpentes depuis des années avec tant de joie. J'espère que ça donnera envie aux gens de rentrer dans cette expérience aussi. Merci à toi de ces questions qui me poussent à chaque fois à aller dans la profondeur du haïku et dans la profondeur du vivant aussi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous voulez être au courant de toutes mes activités et de tous les dialogues que je fais, surtout, abonnez-vous à ma newsletter. C'est là où je vous fais part en avant-première des gens que j'invite et que je vais inviter. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître cette chaîne, à me faire part de vos commentaires. Merci infiniment. C'est un plaisir de partager avec vous ce souci de la dignité des êtres humains.